Salut tout le monde, je suis Sam et aujourd'hui nous allons parler de l'économie comportementale. Imaginez que vous vous tenez devant une voiture toute neuve. Elle est élégante, possède toutes les dernières fonctionnalités et vous ressentez immédiatement une attirance. Le vendeur, avec qui vous avez discuté pendant un moment, vous propose une offre spéciale. Mais l'astuce, c'est que cette offre n'est valable que pour l'heure suivante. Soudain, la voiture semble encore plus désirable. Vous ressentez l'envie d'agir rapidement, de faire l'achat avant que l'offre ne disparaisse, même si vous n'avez pas complètement réfléchi à la décision. C'est un exemple parfait de la façon dont les émotions, les biais cognitifs et la rationalité limitée peuvent influencer nos décisions. Et tout cela relève du domaine de l'économie comportementale. L'économie comportementale est un domaine fascinant qui mêle psychologie et théorie économique traditionnelle. L'économie traditionnelle suppose que les gens sont rationnels, prenant des décisions uniquement basées sur la logique et l'intérêt personnel. Mais l'économie comportementale remet en question cette hypothèse. Elle soutient que nos décisions sont souvent influencées par des biais cognitifs, des émotions, des influences sociales et d'autres facteurs irrationnels qui vont au-delà de la simple logique. Au cœur de l'économie comportementale, on cherche à comprendre pourquoi nous agissons parfois de manière à défier les prédictions économiques traditionnelles. Pourquoi achetons-nous des choses dont nous n'avons pas besoin? Pourquoi procrastinons-nous sur des tâches importantes? Pourquoi persistons-nous dans des habitudes malsaines alors que nous savons qu'elles sont mauvaises pour nous? Plongeons dans quelques concepts clés de l'économie comportementale qui aident à répondre à ces questions. Tout d'abord, parlons de l'aversion à la perte. Ce principe suggère que les pertes nous affectent plus que les gains équivalents. Imaginez que vous gagnez $100 à un jeu, mais que vous perdez ensuite $50. Même si vous êtes encore en avance de $50, la douleur émotionnelle de perdre ces $50 semble pire que la joie de gagner les $100. Dans le monde de l'économie, cela signifie que les gens feront souvent de grands efforts pour éviter les pertes, même si ce n'est pas dans leur meilleur intérêt. Par exemple, vous pourriez conserver une action perdante en espérant qu'elle se redresse, simplement parce que vous ne pouvez pas supporter d'admettre la perte. Cela conduit à des prises de décision sous-optimales. Un autre concept important est l'effet de dotation. Ce biais décrit notre tendance à accorder une valeur plus élevée aux choses que nous possédons simplement parce que nous les possédons. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il est si difficile de se séparer d'une vieille veste usée ou d'un livre que vous avez déjà lu? C'est l'effet de dotation en action. Une fois que quelque chose fait partie de notre possession, nous le percevons comme plus précieux que si nous ne l'avions pas. Cela peut amener les gens à surévaluer leurs biens, ce qui peut entraîner de mauvais choix financiers, comme garder des objets trop longtemps ou surestimer leur prix lorsqu'ils tentent de les vendre. L'ancrage est un autre concept puissant en économie comportementale. Nous avons souvent tendance à nous baser sur des informations initiales comme point de référence, même lorsqu'elles sont sans rapport. Par exemple, imaginez que vous faites du shopping pour une nouvelle paire de chaussures et que la première paire que vous voyez est au prix de $200. Plus tard, vous trouvez une autre paire à $100. Bien que les deux paires puissent être équivalentes en termes de qualité, votre perception de la deuxième paire est influencée par le premier prix. L'étiquette de $200 sert d'encre, rendant la paire à $100 comme une bonne affaire, même si elle est encore chère. L'heuristique de disponibilité est un raccourci mental qui nous aide à prendre des décisions en fonction des exemples immédiats qui nous viennent à l'esprit. Si vous entendez beaucoup parler des accidents d'avion dans les actualités, vous pourriez commencer à surestimer leur probabilité. Bien que statistiquement, le transport aérien soit l'un des modes de transport les plus sûrs, votre esprit s'accroche aux exemples récents dont vous avez entendu parler. Ce biais montre comment nos décisions peuvent être façonnées par la facilité avec laquelle l'information nous vient à l'esprit, plutôt que par les faits ou les probabilités. Parlons maintenant du discounting hyperbolique.
un terme qui fait référence à notre tendance à privilégier les récompenses immédiates au détriment des bénéfices à long terme. Cela explique pourquoi il est si tentant de prendre ce morceau de gâteau supplémentaire, même quand vous essayez de perdre du poids. Ou pourquoi il est facile de remettre à plus tard l'épargne pour la retraite. Nous sommes programmés pour privilégier le moment présent au futur, ce qui peut entraîner des décisions qui se sentent bien à court terme, mais qui ont des conséquences négatives plus tard. Enfin, considérons les préférences sociales. Les humains sont des créatures sociales par nature, et nous prenons souvent des décisions en fonction de ce que font les autres. Cela s'appelle l'influence sociale, et elle joue un rôle majeur dans tout, du comportement des consommateurs au vote. Par exemple, si vous voyez beaucoup de gens acheter une marque particulière de basket, vous pourriez vous sentir poussé à les acheter aussi, même si ce n'est pas votre premier choix. Les préférences sociales expliquent également des phénomènes comme la pression des pairs et la pensée de groupe, où les individus prennent des décisions non pas en fonction de leurs propres préférences, mais en fonction de ce que le groupe autour d'eux fait. Ce ne sont là quelques-uns des concepts fondamentaux de l'économie comportementale. Ce qui rend ce domaine si captivant, c'est sa capacité à expliquer pourquoi les gens prennent des décisions parfois irrationnelles ou imprévisibles. Il combine les aspects psychologiques de la prise de décision avec la théorie économique traditionnelle, offrant une vision plus riche et nuancée du comportement humain. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres choix. Avez-vous déjà fait une virée shopping impulsive, acheté un produit parce qu'il était en solde ou persisté dans une décision qui ne semblait pas avoir de sens après coup? Vous n'êtes pas seul. Nous tombons tous dans ces biais. La leçon à retenir ici est que comprendre ces concepts peut nous aider à prendre conscience des facteurs influençant nos décisions et, finalement, à faire de meilleurs choix. Pour comprendre comment l'économie comportementale a vu le jour, nous devons faire un pas en arrière dans le temps. Le chemin qui nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui dans ce domaine fascinant est pavé de percées, de défis à la sagesse conventionnelle et de quelques esprits brillants. Au premier jour, le monde de l'économie était dominé par une croyance en la rationalité. Pensez aux économistes classiques comme Adam Smith et John Stuart Mill, qui ont posé les bases de la pensée économique. Ils soutenaient que les individus prennent des décisions basées sur la logique, cherchant à maximiser leur propre utilité ou bonheur. Selon eux, les gens étaient égoïstes, mais des acteurs parfaitement rationnels dans un marché où l'offre et la demande régnaient en maître. Cette vision a prévalu pendant longtemps. Mais à mesure que le domaine de l'économie a évolué, certaines questions ont commencé à émerger qui ne correspondaient pas parfaitement à ce modèle rationnel. Pourquoi les individus économisaient-ils de l'argent un mois pour le dépenser sur des choses inutiles le mois suivant? Pourquoi prenaient-ils des risques avec leurs économies ou choisissaient-ils la gratification immédiate d'un encas rapide au lieu de privilégier leur santé à long terme? Clairement, quelque chose manquait dans l'image, et les économistes ont commencé à prêter attention. C'est là qu'intervient la psychologie. Dans les années 1970, les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont commencé à étudier comment les biais humains et les limites cognitives influencent la prise de décision. Ils ne s'intéressaient pas initialement à l'économie en tant que domaine d'étude. Ils étaient simplement curieux de savoir comment notre cerveau fonctionne lorsque nous prenons des décisions. Ils ont commencé à démontrer que les humains ne sont pas toujours les créatures parfaitement rationnelles que supposait l'économie traditionnelle. Au contraire, nos décisions sont souvent influencées par la manière dont nous traitons l'information, par les émotions et par des biais inconscients. Ce travail allait finalement remettre en question les hypothèses de base de la théorie économique et mener à la création de l'économie comportementale. Le partenariat de Kahneman et Tversky a été un véritable tournant. Ensemble, ils ont développé certains des aperçus les plus importants sur la manière dont nous prenons des décisions. L'une de leurs contributions les plus révolutionnaires a été la théorie des perspectives. Cette théorie, introduite en 1969,
allait devenir l'une des pierres angulaires de l'économie comportementale. La théorie des perspectives remettait en question l'idée que les gens agissent toujours de manière rationnelle pour maximiser leur utilité. Elle a montré que les choix des gens sont souvent influencés par la manière dont les résultats potentiels sont présentés, en particulier par leur peur de la perte et la façon dont ils pèsent les gains et les pertes potentielles. L'essence de la théorie des perspectives est que les gens sont averses à la perte, ce qui signifie que nous ressentons la douleur de perdre quelque chose plus intensément que le plaisir de gagner quelque chose d'une valeur équivalente. Par exemple, si vous perdez $100, cela vous fera beaucoup plus de mal que la joie que vous ressentiriez en gagnant $100. Kahneman et Tversky ont montré que ce biais pouvait influencer une variété de scénarios de prise de décision, de l'investissement d'argent au choix quotidien. Leur travail n'a pas seulement remis en question le concept de rationalité en économie, il a fourni des preuves concrètes et empiriques de la manière dont la psychologie humaine façonne les décisions économiques. Leurs contributions ont été si marquantes qu'en 2002, Daniel Kahneman a été récompensé par le prix Nobel d'économie, une reconnaissance extraordinaire pour un psychologue. En fait, le prix décerné à Kahneman est particulièrement significatif, car c'était la première fois qu'un non-économiste traditionnel recevait le Nobel dans ce domaine. Cela a clairement montré que la psychologie prenait une place centrale dans l'étude de l'économie. Kahneman et Tversky n'étaient pas seuls à remettre en question les théories économiques traditionnelles. Dans les années 1980, un autre psychologue, Richard Thaler, a commencé à appliquer les aperçus psychologiques au comportement économique, ce qui l'a conduit à développer le domaine de la théorie du nudge. La théorie du nudge explore comment de petites modifications subtiles dans la présentation des choix peuvent avoir un impact significatif sur les décisions que les gens prennent. Thaler a soutenu qu'en concevant des environnements qui tirent parti des biais humains, les décideurs politiques, les entreprises et même les individus pouvaient pousser les gens vers de meilleurs choix sans restreindre leur liberté de choisir. Par exemple, placer des options alimentaires plus saines, à hauteur des yeux dans un supermarché, encourage les gens à prendre de meilleures décisions alimentaires, sans les obliger à éviter complètement les options malsaines. Le travail de Thaler, en particulier sa collaboration avec Cass Sunstein dans le livre Nudge, a eu un impact profond sur les politiques publiques et les stratégies commerciales à l'échelle mondiale. Le concept de nudge est un exemple de la manière dont l'économie comportementale a dépassé le cadre académique pour entrer dans les applications réelles. Comme nous l'explorerons plus tard, ce domaine d'étude a eu un impact sur tout, de la manière dont nous épargnons pour la retraite, à la façon dont les gouvernements conçoivent des politiques visant à améliorer la santé publique. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. L'économie comportementale a dû se battre contre des économistes traditionnels réticents à accepter que les humains ne soient pas toujours rationnels. Ces économistes, connus sous le nom d'économistes néoclassiques, soutenaient que la rationalité était la pierre angulaire de la théorie économique. Mais à mesure que les aperçus comportementaux se multipliaient, il est devenu de plus en plus difficile d'ignorer les preuves indéniables que les gens n'agissent pas toujours de manière prévisible. L'un des moments clés du développement du domaine a eu lieu en 1991, lorsque George Akerlof et Robert Shiller ont introduit le concept des Animal Spirits dans leur livre Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Cette idée suggérait que les émotions et les facteurs psychologiques, tels que la peur, la confiance et la confiance, influencent les décisions économiques. Le livre soutenait que ces esprits animaux jouaient un rôle majeur pour expliquer le comportement des marchés financiers, en particulier en période de volatilité économique. Le concept des animal spirits a contribué à combler le fossé entre l'économie comportementale et l'étude des phénomènes macroéconomiques, comme les récessions, les bulles et les crashs boursiers. L'influence croissante de l'économie comportementale
a finalement conduit à son intégration dans les politiques publiques. Dans les années 2000, plusieurs gouvernements ont commencé à adopter des aperçus comportementaux dans leur élaboration de politique. Le gouvernement britannique a créé une équipe d'aperçus comportementaux en 2010, connue sous le nom de Nudge Unit, pour explorer comment l'économie comportementale pourrait être utilisée pour améliorer les services publics, réduire les coûts de santé et encourager les changements de comportement positifs. De même, des pays comme les États-Unis et l'Australie ont suivi l'exemple, en appliquant les principes comportementaux à des questions telles que la consommation d'énergie, le don d'organes et la conformité fiscale. En regardant en arrière l'histoire de l'économie comportementale, nous pouvons voir comment un petit mais puissant changement de perspective a révolutionné notre compréhension du comportement humain. Cela a commencé par un défi à l'idée de rationalité humaine et s'est transformé en un mouvement mondial qui influence tout, des pratiques commerciales aux politiques publiques. C'est un domaine qui continue d'évoluer, et à mesure que nous avançons dans l'avenir, il est clair que l'économie comportementale ne fera que s'intégrer davantage dans nos vies quotidiennes. Comme nous l'avons vu, l'économie comportementale a laissé une empreinte significative dans le monde de l'économie, modifiant notre compréhension de la prise de décision humaine, passant d'une perspective purement rationnelle à une qui reconnaît le rôle de la psychologie et des émotions. Pourtant, malgré son influence croissante, il existe encore quelques idées fausses sur ce qu'est l'économie comportementale et comment elle fonctionne. Clarifions cela, puis explorons quelques-unes des façons passionnantes dont ce domaine est appliqué aujourd'hui, et ce que l'avenir nous réserve. Tout d'abord, une idée fausse courante sur l'économie comportementale est qu'elle consiste uniquement à manipuler les gens. Le terme « coup de pouce », nudge, a parfois une mauvaise réputation, certains pensant que les décideurs politiques, les entreprises et les gouvernements tirent secrètement les ficelles pour contrôler notre comportement. En réalité, le nudging ne consiste pas à forcer les gens à prendre certaines décisions, mais plutôt à créer des environnements qui aident les gens à faire de meilleurs choix, souvent en tirant parti des biais humains naturels de manière positive. L'idée est de concevoir des options d'une manière qui corresponde aux meilleurs intérêts des individus, sans limiter leur liberté de choix. Par exemple, mettre des aliments plus sains au début d'une file de cantine ne bannit pas les aliments malsains. Cela rend simplement l'option plus saine, plus facile à choisir. Il s'agit de donner aux gens des encouragements subtils qui les amènent à des choix qu'ils feraient probablement s'ils avaient plus de temps, d'informations ou d'énergie. Une autre idée fausse est que l'économie comportementale ne s'applique qu'aux décisions personnelles ou au comportement économique à petite échelle. Bien qu'il soit vrai que l'économie comportementale aide à expliquer des phénomènes comme pourquoi nous craquons pour des achats impulsifs ou pourquoi nous procrastinons, elle joue également un rôle significatif dans les grandes décisions économiques et politiques. Les gouvernements du monde entier utilisent de plus en plus les aperçus comportementaux pour résoudre des problèmes sociaux. Un exemple important est l'utilisation des options par défaut dans les plans de retraite. Des études ont montré que les gens sont beaucoup plus enclins à économiser pour la retraite s'ils sont automatiquement inscrits à un plan d'épargne retraite, plutôt que de devoir choisir d'y adhérer. En changeant simplement le paramètre par défaut, les économistes comportementaux ont contribué à améliorer la sécurité financière de millions de personnes. C'est un exemple parfait de la manière dont de petits changements dans la structure des choix peuvent entraîner de grandes améliorations des résultats. De manière similaire, dans le domaine de la santé, l'économie comportementale a été utilisée pour encourager des comportements plus sains. Lors d'une expérience, les chercheurs ont constaté que les gens étaient plus enclins à se faire vacciner lorsque le processus était facilité, comme en proposant des vaccins contre la grippe dans les pharmacies locales ou sur les lieux de travail, plutôt que d'exiger qu'ils fassent un voyage spécial chez le médecin. En réduisant l'effort nécessaire pour faire le bon choix,
les responsables de la santé publique ont pu augmenter les taux de vaccination sans imposer quoi que ce soit. C'est un principe clé de l'économie comportementale. Rendre le bon choix le choix facile, ce qui est beaucoup plus efficace que de tenter de forcer les gens à se conformer à des régulations. Une des applications les plus intéressantes de l'économie comportementale se trouve dans le monde du marketing. Les spécialistes du marketing utilisent depuis longtemps les connaissances psychologiques pour influencer le comportement des consommateurs. Mais les outils et techniques disponibles aujourd'hui sont plus sophistiqués que jamais. Par exemple, les entreprises utilisent la rareté comme moyen de stimuler les ventes. Pensez à ces offres à durée limitée que vous voyez tout le temps, comme plus que 5 en stock ou vente flash dans 3 heures. Cela fait appel à notre peur innée de rater quelque chose, un biais qui nous pousse à agir rapidement lorsque nous sentons qu'il y a une occasion limitée. Les spécialistes du marketing utilisent aussi la preuve sociale, qui est la tendance à suivre les actions des autres. Avez-vous déjà remarqué comment les avis de produits en ligne ou le nombre de personnes suivant une marque sur les réseaux sociaux peuvent influencer vos décisions d'achat? C'est la preuve sociale en action. Ces stratégies ne sont pas juste des astuces. Elles reposent sur nos tendances comportementales profondes. Et les entreprises exploitent cette compréhension pour façonner leur stratégie marketing. Mais au-delà de ces applications pratiques, l'économie comportementale a également le potentiel de façonner l'avenir de la prise de décision politique, notamment dans des domaines comme le changement climatique, l'éducation et les inégalités. Par exemple, dans la lutte contre le changement climatique, l'économie comportementale peut aider à concevoir des politiques qui incitent les individus et les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Une approche consiste à créer des étiquettes énergétiques pour les produits, montrant la quantité d'énergie qu'ils consomment, à l'instar des étiquettes nutritionnelles sur les aliments. En rendant l'utilisation de l'énergie plus transparente et visible, les gens peuvent être plus enclins à faire des choix respectueux de l'environnement, simplement parce que l'information est présentée de manière claire et facile à comprendre. Dans le domaine de l'éducation, l'économie comportementale pourrait aider à améliorer les résultats d'apprentissage en s'attaquant à la procrastination et en stimulant la motivation. Imaginez un système qui envoie aux étudiants des rappels doux concernant les dates limites à venir, les récompenses pour avoir terminé des petites tâches à temps, ou même découpe de grandes missions en étapes plus petites et plus gérables. Ces interventions, basées sur des principes comportementaux, pourraient faire une grande différence dans la performance des étudiants, en aidant à surmonter les difficultés courantes de motivation et de gestion du temps. Quant à l'avenir, l'économie comportementale est prête à continuer de croître, à la fois en tant que domaine d'étude et en termes d'application. L'un des développements les plus excitants est l'utilisation croissante des données et de la technologie pour appliquer les aperçus comportementaux à une plus grande échelle. Avec l'essor des grandes données, les chercheurs et les décideurs peuvent suivre les comportements en temps réel et ajuster leurs interventions en conséquence. Par exemple, des applications et des sites web qui suivent vos habitudes d'exercice, vos dépenses ou même votre santé mentale peuvent être utilisés pour fournir des coups de pouce personnalisés qui encouragent des comportements plus sains. C'est là que l'économie comportementale rencontre la technologie pour créer un outil encore plus puissant pour améliorer les résultats. Cependant, à mesure que le domaine continue de croître, il reste des défis. Tout d'abord, il y a un besoin d'études plus rigoureuses et à long terme pour s'assurer que les interventions comportementales ont des effets durables. Il ne suffit pas de faire un petit changement qui pousse temporairement les gens dans la bonne direction. Nous devons comprendre comment créer un changement de comportement durable au fil du temps. De plus, bien que l'économie comportementale soit indéniablement utile, il existe une inquiétude quant aux implications éthiques de la manipulation du comportement. Comment s'assurer que les coups de pouce sont utilisés pour le bien et non pour exploiter les biais des gens à des fins lucratives ou politiques? Au cœur de l'économie comportementale,
Il s'agit de comprendre les gens, pas comme de simples agents rationnels, mais comme des êtres complexes et émotionnels qui prennent souvent des décisions qui défient la logique. En reconnaissant nos biais cognitifs et en les utilisant pour concevoir de meilleures politiques, produits et expériences, l'économie comportementale améliore la vie des gens à l'échelle mondiale. De l'épargne retraite à la santé publique, des stratégies marketing au changement climatique. Les principes de l'économie comportementale nous aident à faire des choix plus intelligents et à créer de meilleurs résultats. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une décision difficile, que ce soit pour choisir entre deux produits, essayer d'économiser pour l'avenir ou décider comment passer votre temps, souvenez-vous que votre esprit est câblé de manière fascinante. Comprendre la science derrière nos choix peut nous aider à prendre de meilleures décisions pour nous-mêmes et peut-être même pour le monde qui nous entoure. Après tout, il ne s'agit pas seulement de ce que nous choisissons, il s'agit de pourquoi nous le choisissons. Et dans le monde de l'économie comportementale, c'est là que la vraie magie opère. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans le prochain épisode.